À propos de Xebia, pour ceux qui ne connaissent pas, Xebia est un cabinet de conseil IT. Alors j'ai toujours tendance à présenter la société par le why. Donc le why de la société, ce qui nous a dicté quand on a créé la société il y a 12 ans, c'est de faire du logiciel de haute qualité. Alors on nous prenait un peu pour des ovnis il y a 10 ans, puisque l'informatique était plutôt un centre de coûts. Aujourd'hui, force est de constater que c'est plutôt un élément de différenciation concurrentielle. Et on dit assez facilement que software is eating the world. Il y a du logiciel partout, y compris dans les objets connectés qui mesurent votre fréquence cardiaque quand vous allez faire le footing le dimanche matin. Il y a du logiciel partout. Et donc nous, on se lève le matin pour faire du logiciel de haute qualité. On est des compagnons du devoir du logiciel ou des software craftsmen pour ceux qui connaissent ce terme. Voilà, c'est notre raison d'être, c'est pour ça qu'on se lève tous les matins. Alors comment on s'y est pris pour créer cette société? On a édicté 4 valeurs. Ce sont des valeurs sur lesquelles on s'attache pour dicter toutes nos décisions. La première, c'est l'absence de compromis sur la qualité. Donc, comme on clame haut et fort qu'on fait du logiciel de haute qualité, on a des outils de mesure et des paradigmes et des cérémonies qui nous permettent de nous assurer auprès de nos clients qu'on fait du logiciel qui tient la route. Et on est extrêmement exigeant là-dessus. People first. Alors, on a un process de recrutement qui est très difficile chez Xebia puisqu'on rejette 98% des gens qui postulent. Donc la contrepartie de ça, c'est qu'il faut garder ces personnes-là. Vous n'êtes pas sans savoir, eu égard à vos fonctions, que les ressources techniques sont très difficiles à attirer dans vos entreprises. Donc les garder est d'autant plus important. Donc on essaye de leur proposer un chemin de carrière en les faisant progresser à la fois au niveau hard skills et soft skills. On a été Great Place to Work 5e en 2014, donc on s'attache à ce que les gens soient bien. La contrepartie de ça, c'est que ces générations sont extrêmement exigeantes sur la qualité des missions qu'elles mènent chez les clients. Donc voilà, il faut s'adapter à ce monde qui change. On a une particularité, c'est qu'on a pour celles et ceux qui travaillent avec nous, on rapatrie tous nos consultants une fois par mois. C'est aujourd'hui, donc ils sont tous au siège. Et donc, on fait ce qu'on appelle des séances de XKE, de Xebia Knowledge Exchange, donc d'échange de la connaissance. On l'a fait depuis le premier jour. Pour une société qui fait 10% de REX et qui investit 5% de son chiffre d'affaires dans le partage de la connaissance, c'est un poste budgétaire important. Pour autant, on est persuadé que cette intelligence collective apporte beaucoup à nos clients. Et on partage aussi allègrement ce qu'on apprend. Donc, vous avez les exemples des boîtes dans lesquelles vous avez un extrait des tech trends qu'on a écrits, des publications. C'est un peu lourd, je suis désolé, on aurait dû vous donner un sac pour les ramener. Alors prenez peut-être que ceux qui vous intéressent, mais ça adresse à peu près tous nos domaines de compétences. On écrit aussi beaucoup sur notre blog, il y a plus de 500 000 lecteurs, on est conférencier, voilà, on ne se censure pas sur notre exposition de ce qu'on apprend. Et on a des relations plutôt d'égal à égal avec nos clients. De toute façon, les paradigmes contractuels changent et on a des relations de partenaires avec, bien entendu, les cérémonies agiles. On a des points de rencontre à la fois sur des rétros, si ce qui se passe bien, ce qui ne se passe pas bien. On est beaucoup dans une espèce de relation transparente de construction itérative incrémentale des produits, qui est une relation client-fournisseur qui est plutôt saine. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'agilité, bien entendu, puisque on va vous en parler, c'est l'objectif de la matinée. Pour autant, on est un cabinet de conseil plutôt IT. L'agilité, pour nous, n'est qu'un moyen de faire du logiciel de haute qualité, ce n'est pas une fin en soi. Nous ne sommes pas des ayatollahs de l'agilité comme il y en a beaucoup sur le marché. On est plutôt convaincus que c'est une bonne manière de faire un produit numérique de bonne qualité. On fait beaucoup de big data. En 2016, ça a dû représenter, je pense, 35-40% de notre chiffre d'affaires. On fait beaucoup de projets de big data dans tous les secteurs d'activité. On fait de l'Internet des objets, ça c'est assez nouveau, mais on voit beaucoup de projets sur ces créneaux-là, que ce soit sur l'industrie 4.0, les smart cities, etc. Beaucoup de choses passionnantes à faire. Du web, bien entendu, du mobile. On fait des applications mobiles d'entreprise, on ne fait pas des applis web vitrines, on fait plutôt des projets mobiles lorsqu'il s'agit de s'intégrer au back-end d'un système d'information complexe avec de la volumétrie, de la transaction, de la sécurité. Voilà, donc voilà à peu près ce qu'on fait, du cloud, du DevOps. Le DevOps, c'est un peu ou prou dans la mouvance de l'agilité, puisqu'il s'agit de réconcilier deux départements qui ne communiquaient pas ensemble pour suivre le rythme de plus en plus rapide de delivery logiciel. Quelques chiffres. Vous exercez 550 personnes sur 3 pays. France, Pays-Bas, Inde. En France, on est 250.
Hollande 200 et le reste en Inde. L'Inde étant un centre de développement agile offshore, à l'instar de ce qu'on fait ailleurs. Ce ne sont pas des ressources low cost, mais plutôt des ressources compétentes qu'on a aussi beaucoup de mal à trouver sur le marché indien. En conso, on fait à peu près 50 millions d'euros, 17,5 pour la France. Société complètement autofinancée, indépendante, hein, on n'a pas de fonds à bord. On ne mise pas sur une croissance déraisonnée, hein, ce n'est pas super impressionnant en termes de chiffres parce qu'on veut s'attacher à un métier auquel on tient, qui est de faire de l'état de l'art du logiciel. Donc voilà, rentabilité plutôt dans le haut de la fourchette des sociétés de services en France. Et on a toutes sortes de clients, aussi bien des entreprises du CAC 40, il y en a certaines ici, un peu de secteur public, des startups, des sociétés tier 2. On n'est pas absolument pas, beaucoup de e-commerce, on n'est pas du tout attaché à un secteur économique. On va surtout là où les projets sont intéressants et on a besoin de nous. Voilà. Quelques chiffres sur Xebia et l'agilité. On a, avec cette mission de faire du logiciel de haute qualité, bien entendu, chemin faisant, on a rencontré l'agilité, parce que on l'a rencontré très tôt, il y a presque 10 ans. Au début, on nous prenait aussi pour des ovnis. Hein. Quand vous faisiez des plannings poker et vous colliez des post-it au mur il y a 8 ans, on vous regardait plutôt comme des gens un peu bizarres. On faisait ça un peu en mode braconnage. Bon, depuis, l'agilité a acquis ses lettres de noblesse et on a démarré par Scrum. Donc vous connaissez peut-être Jeff Sutherland, qui est le papa de Scrum. Donc on a toujours procédé de la même manière. On s'est attaché à aller voir le leader de pensée du domaine, souvent américain malheureusement pour nous. Et on a travaillé avec lui. Donc Dean est le parfait exemple du créateur du framework SAFe. Donc on travaille avec ces gens-là, on apprend auprès de ces gens-là et ensuite on diffuse la connaissance et les pratiques auprès des clients français. Scrum était un écosystème très satellisé, donc on a créé l'association des utilisateurs Scrum en France en 2009. Voilà. Donc ensuite on a donné les clés parce que c'est extrêmement chronophage d'organiser ce type d'association. On a très vite eu des problèmes de contractualisation agile, puisqu'on n'est plus en mode fixation du prix, délai et fonctionnalité. On a eu beaucoup de points d'achoppement vis-à-vis des directions achats. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un cabinet spécialisé qui a traité tous les litiges entre clients et fournisseurs dans l'IT. On a pris ce cabinet-là et on leur a édicté les principes agiles et on a fait un contrat agile qu'on a mis à disposition de la communauté open source qui est accessible à tous, qui est forqué, c'est un terme technique, qui est utilisé et amendé par beaucoup de directions achats aujourd'hui. Et bien entendu, nous, on contractualise selon ce framework-là. Ça a fait sauter pas mal de verrous. Et puis petit à petit, on a écrit un livre, un roman pour ceux qui ne connaissent pas Scrum, mais je pense que vous connaissez tous. On a écrit un petit roman pour raconter Scrum de manière ludique. Et puis après, on a fait des transfos, Renaud vous en parlera, jusqu'à lancer des trains safe de transformation agile à l'échelle chez certains d'entre vous. Voilà. Beaucoup de stagiaires formés, je crois qu'on forme 2000 stagiaires par an, plus de la moitié ce sont des stagiaires sur l'agilité, formation certifiante Scrum, Safe, etc. Donc voilà un peu notre activité. Beaucoup de clients dans l'agilité, voilà, vous voyez, il y a vraiment de tout. Il y a des grandes sociétés comme des startups dans tous les domaines d'activité. Chez tous ces gens-là, on a mis en place des pratiques agiles, que ce soit au niveau projet ou au niveau entreprise, en passant par les départements, etc. Luc vient de vous montrer le portefeuille de nos clients depuis 5 ans. Il y a à peu près 50 clients. Dans tous les logos, la majorité des accompagnements que nous avons faits, c'était du Scrum et du Kanban. Mais en 2016, il s'est passé quelque chose au travers de Safe, et on vous a mis les chiffres pour Xebia, ce que Safe a représenté pour Xebia en 2016. 500, c'est le nombre de personnes que nous avons certifiées en Safe sur 2016. C'est x2 par rapport à 2015. Donc on a vraiment vu une demande s'accentuer sur Safe en 2016. Et 10, c'est le nombre de trains, les fameux Agile Release Train, que nous avons lancés, nos coachs Agile Xebia ont lancé en 2016. 10 trains d'un minimum de 50 personnes, 50 à 100 personnes. J'ai voulu vous montrer ces chiffres-là parce que pour nous, c'était assez significatif. On a vu une sorte de virage dans l'agilité en 2016, le marché basculant concrètement vers Safe. Pour pouvoir expliquer ça,
voilà ce que notre constat de l'agilité, le marché de l'agilité depuis 2006. De 2006 à 2012, nous avons fait essentiellement du coaching qu'on appelle d'équipe. Les clients venaient nous voir, nous demandant « J'ai entendu parler de l'agilité, qu'est-ce que vous en pensez? On a besoin d'être convaincus. » Et puis, par rapport à votre discours, on a accepté de faire quelques tests sur des équipes, sur certains projets de transformation essentiellement basés sur Scrum. De 2006 à 2012, on a multiplié les expériences et on a commencé à avoir les premiers résultats significatifs de transformation d'équipe en Scrum. À partir de 2012, le marché a connu un premier virage et on a constaté le passage au mode programme. On était sur une forme de généralisation du déploiement de Scrum au niveau des équipes, sur l'ensemble des projets ou des gros projets, des programmes. Et on n'avait plus besoin de convaincre. Lorsqu'on arrivait en clientèle, ils voulaient faire de l'agilité, il n'y a plus besoin d'expliquer le pourquoi, ni les bénéfices que l'on pouvait en retirer. Donc c'était le premier gros virage pour nous. Et de 2012 à 2015, on a vu s'accentuer, s'accélérer la généralisation du déploiement local, de l'agilité locale d'équipes, essentiellement avec Scrum et Kanban. On a eu les premiers succès sur des gros programmes, des programmes qui duraient plusieurs années, des programmes sur lesquels on a commencé à parler de Spotify et également de Safe. À partir de 2015, c'est là où on a vu l'émergence, la généralisation des transformations agiles, ce qu'on appelle à l'échelle, et des transformations digitales dans lesquelles l'agilité était un moyen de conduire cette transformation. Et là, on ne parlait plus de transformation d'équipe ou de projet, mais de transformation d'entreprise. Transformation d'entreprise, du coup, qui avait un impact beaucoup plus large que l'aspect méthodologique et culturel d'un niveau équipe. Et à partir de 2015, il a fallu adresser de nouveaux challenges. Les challenges, j'ai essayé de vous les représenter ici sur ce slide, et on essaye de les catégoriser en 9 parties. Le premier challenge que nous avons retrouvé dans les transformations globales d'entreprise, c'est un challenge au niveau du management. Accompagner le middle management et le top management dans cette transformation. On parle souvent maintenant de manager agile. Il y a eu une publication dans le magazine Management ce mois-ci justement sur ce que c'est qu'un manager agile. Et donc il a fallu accompagner cette transformation, cette dimension de la transformation avec les fameux changements de posture. Le deuxième challenge auquel nous avons été confrontés, c'est le challenge autour du métier. Inclure le métier dans les transformations, limiter les effets silos entre l'IT et le métier, faire en sorte qu'il n'y ait plus de mode client-fournisseur, faire en sorte que ces transformations se fassent main dans la main avec le métier et l'IT. Le troisième challenge, c'est autour de la gouvernance. La gouvernance sur plusieurs aspects, notamment la gestion budgétaire. On parle souvent d'équipes, en agilité, l'un des prérequis, c'est d'avoir des équipes stables, dédiées. Donc ça impacte un changement budgétaire qu'on appelle capacitaire. Se dire on passe en mode capacitaire, pour des grandes entreprises, c'est un impact très fort sur la manière dont ils pilotent. Du coup, on a des impacts sur la gouvernance, sur tout ce qui est rituel, tout ce qui est rôle à un niveau top management, et également sur l'organisation. Avoir des équipes stables pour sortir du mode projet, ça a des impacts forts sur la manière dont les équipes sont organisées et la hiérarchie qui va avec. Le quatrième niveau de challenge, c'est au niveau des achats, avec une stratégie de sourcing qui demande à être revue, un mode de contractualisation, comme le disait Luc, qui demande à être revu également. Par exemple, des grilles tarifaires qui ne sont plus forcément adaptées par rapport à ce que l'on souhaite faire, par rapport à notre besoin en nouvelles compétences. Après, il y a un impact sur le côté logistique. On parle souvent d'équipes colocalisées. Comment est-ce que l'on fait pour colocaliser des équipes lorsqu'on est sur des grands programmes? On a également de plus en plus des mouvements de flex work, des gens qui peuvent aller travailler chez eux sur certains jours de la semaine. Comment est-ce que l'on fait en agilité pour avoir des équipes, des personnes dans des équipes qui travaillent à domicile? On a des impacts sur les niveaux sociaux. En France, on ne peut pas faire ce que l'on veut dans les nouvelles organisations. Donc il y a besoin de passer devant les instances sociales. Il y a un droit du travail particulier. Donc tout ça aussi, il faut l'adresser. Il y a un impact fort sur les pratiques d'ingénierie. Ce n'est pas nouveau. On parlait d'extreme programming déjà dans les années 2000. Et de plus en plus, on parle d'intégration continue, de déploiement continu. Travailler à plusieurs équipes sur des mêmes bouts de code, ça demande des pratiques d'ingénierie assez poussées. Et tout ça, c'est pareil, ça se gère, ça se déploie. Au niveau du système d'information, pareil, des grands chantiers d'architecture pour faire en sorte que son système d'information puisse favoriser le type de déploiement agile au niveau entreprise. Et puis enfin, des impacts au niveau RH, savoir connaître les nouveaux métiers, savoir les recruter, savoir aider des gens à se reconvertir, faire leur suivi de carrière.
Tout cela sont les nouveaux challenges que nous avons découverts en adressant le niveau de transformation entreprise. Et du coup, notre métier, le coaching agile, a évolué. D'un coaching d'équipe, moins de 10 personnes, il a fallu avoir des approches beaucoup plus polyvalentes, des approches pluridisciplinaires. Et chez Xebia, nous appelons ça le coaching 360. Une transformation agile à l'échelle demande d'adresser ces 4 dimensions-là. La première dimension, la plus importante, c'est la dimension produit. Pourquoi est-ce que l'on fait la transformation? Quelle est la valeur que l'on cherche à dégager au sein de l'entreprise? Et donc, du coup, il y a besoin d'accompagner les organisations sur une logique de product management et de product ownership. Avec la dimension produit, toujours la dimension équipe. C'est de là d'où l'on vient. Accompagner une équipe dans sa transformation agile, moins de 10 personnes, mais également faire en sorte que plusieurs équipes sur des gros produits ou des gros programmes puissent fonctionner ensemble. On a du coup une dimension technique, je vous en ai parlé, faire en sorte que plusieurs équipes puissent travailler sur les mêmes bouts de code, et bien, ça demande des bonnes pratiques. Maintenant, on appelle ça du Craftman, des bonnes pratiques également de déploiement, on appelle ça le DevOps. Et tout ça, c'est pareil, ça s'accompagne. Et enfin, le coaching de niveau global, au niveau entreprise, qui est plutôt du change management. On va revoir l'organisation, je vous parlais de la gestion budgétaire, les achats et ainsi de suite. On va faire du coaching de manager également pour les accompagner dans leurs nouvelles responsabilités, dans leur nouveau rôle dans cette transformation. Le coaching 360 sont toutes les dimensions que l'on a adressées lorsqu'on attaque les transformations agiles à l'échelle. Pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien, c'est pour ça que Xebia s'est orienté naturellement vers SAFe. Nous avons trouvé en SAFe un moyen d'adresser toutes ces dimensions-là, un moyen de gérer tous les nouveaux challenges de transformation globale de l'entreprise. Nous sommes sortis d'un métier de coaching, où on appelle ça des coachs canne à pêche, apprendre aux gens à pêcher, ne pas leur donner des poissons, ne pas apporter de réponse, à un coaching où il faut être beaucoup plus structuré, un coaching où on a besoin de faire du conseil, d'expliquer aux gens où l'on va et de construire des chemins pour déployer l'agilité au niveau global de l'entreprise. Et c'est en cela que nous sommes orientés vers SAFe. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Dean Leffingwell, qui est le créateur de SAFe. Ils sont pour nous en France aujourd'hui pour nous parler justement du framework SAFe pour adresser des transformations à l'échelle. Donc merci d'accueillir Dean Leffingwell.